On va tout d'abord faire un petit tour de la gamme des châssis idéal. Je dis bien idéal, pas TCR car c'est trompeur. On trouve des châssis TCR très différents de ceux qu'on connaît en France, qui sont en fait des Taiko, qui a racheté les droits d'utilisation de ce nom en 90-91 si je ne me trompe pas. Ça n'a pas grand chose de commun avec les châssis de chez Ideal, ne pas confondre. Les premiers châssis Ideal sont pour des circuits sans fente, slotless en anglais. Ils peuvent donc changer de fil et dans l'ordre d'apparition sont nommés MK1, MK2, MK3 et MK4. Pour les accompagner, il y a aussi des châssis bouchons, jam pour les anglophones, pareillement nommés MK1, MK2, MK3 et non, il n'y a pas eu de châssis MK4 jam. Mais ne pas l'oublier, le fameux châssis zigzag. Un peu plus tard, voilà que Ideal se met également au classique circuit de slot, qui donc ne change pas de fil. D'abord du simple slot de base, on va dire, pour des circuits spécifiques, Automoto, K2000, Starsky et Hutch, Sheriff Fais-moi peur et Ottoman. Je crois que c'est tout. Arrivent ensuite des châssis de slot plus standards et toute une ribambelle de circuits, je ne sais même pas combien il y en a. Allez, on change encore un peu et voilà les Traclock, avec des châssis qui ne peuvent décrocher de leur voie. Ça doit être plus fun pour les enfants sans doute. Et en prime, un châssis Traclock capable de faire des demi-tours, qui est assez rare. Et un châssis unique lui aussi, à 4 roues motrices, proposé dans un seul circuit, Power Rangers, yahoo! Et rare lui aussi. C'est sans doute pour élargir son marché, le monde du jouet étant... Parce qu'au début, la communication, c'était nettement autre chose. Move over, Slot. Oh, you know I can't. Hey, where's your slot? I'm TCR. I don't need a slot. No slot? I can change lanes, pass right or left. Change lanes, Pat? You mean like real racing? That's right. I even have a jam car. Whoa! Yeah. The next thing you're going to say is that you can take curves at top speed. That's right. So long, Slot. TCR slotless racing from Ideal. For racing, you're on the right track. On va plutôt se concentrer sur les châssis slotless dans l'ordre de leur apparition. Je ne vais pas m'étendre sur les micro-changements, genre ampoule ou pas. Il y a de bons sites pour ça, je vais les mettre en lien. Et donc, on commence par les MK1 et MK2. Dun-dun-dun. Les châssis MK1 et MK2 se ressemblent beaucoup. Les roues avant sont fixes, plates sur les MK1, arrondies sur les MK2. Les moteurs sont les mêmes, avec quelques petites variations cosmétiques. La transmission arrière est en gros la même, tout en s'améliorant petit à petit, tout comme le train de roulement arrière qui est en gros identique. Globalement, ça fonctionne de la même façon. Le changement de fil est assuré par la motricité de l'une ou l'autre des roues arrière, celle opposée au mur, qui pousse donc le châssis d'un côté ou de l'autre. Et hop, et hop, et hop, et hop. Super. Alors, regardons de plus près comment fonctionne la transmission de ce pont arrière. C'est en fait le sens de rotation du moteur qui fait tout le travail. Le pignon de sortie du moteur va faire tourner la grande couronne qui va aller plaquer un petit engrenage intermédiaire sur les dents de la jante. Et c'est ça le truc qui fait tourner alternativement l'une ou l'autre des roues arrière, ce qui permet le changement de fil. On va les regarder en dessous, ça sera plus clair. La couronne est poussée par le pignon du moteur, le pignon rouge est plaqué sur la jante qui est alors entraînée, le pignon bleu est libre et inactif. Et si on inverse la rotation du moteur, la couronne bascule tout le système de l'autre côté, le pignon actif devient inactif, l'autre prend le relais et voilà, c'est l'autre jante qui est motrice. Simple, non? Et oui, il n'y a donc qu'une roue motrice sur un MK1 ou MK2, l'une ou l'autre, qui assure et la propulsion et le changement de fil. Belle invention quand même. Belle invention. Les châssis MK1 ont eu deux principales versions, que je vais appeler V1 et V2. Sur ces châssis, les carrosseries doivent être vissées, il y a des trous pour ça. La V1 a eu un semblant de direction avant, je dis bien semblant. Les notices officielles sont claires, c'est uniquement pour un ajustement. Qu'ils disent, hein.
Les bumpers du châssis V1 sont courbés, sans doute pour mettre un peu plus les roues dans l'axe de la courbe, mais beaucoup de carrosseries les couvrent, ça ne sert donc à rien et ce sera vite abandonné sur la V2. Sur cette V2, il y a encore une partie mobile du train avant pour bouger, on ne sait pas trop quoi en fait. Les patins, les premiers sont assez petits, vraiment petits. Et ils vont vite devenir plus gros sur la V1, et évidemment ensuite sur la V2. Plus solide, plus de surface, et donc un meilleur contact. On a bien sûr deux configurations de patins, la A et la B, ce qui correspond aux manettes. On voit souvent des châssis non jam à vendre avec 3 patins. On sait alors tout de suite que le vendeur n'y connaît pas grand chose. Mais c'est pas grave, il a le droit, et en plus on y gagne un patin de rechange. Et ça, c'est bien. Alors par contre, c'est important, config A ou config B, le moteur n'est pas dans le même sens sur le châssis. Attention, il y a le petit creux à mettre au-dessus pour la config A et en dessous pour la config B, pour que la position du bouton des manettes soit la même pour l'intérieur et l'extérieur. Sinon, niveau moteur, ça reste le même, avec quelques variations de la boîte, peut-être des aimants, et encore je ne suis pas sûr. Rouge ou vert, les induits, a priori, il n'y a pas de différence flagrante, voire pas. La transmission arrière est identique, quasi tout en plastique, l'axe central surtout. Les jantes sont solidaires de l'axe de roue côté extérieur, l'autre roue étant libre sur cet axe. Ça ne donne donc pas les mêmes quantités de frottement mécanique des deux côtés. Et oui, il y a dissymétrie là, va falloir me corriger ça les gars. Sur certains châssis, on trouve ce bidule qui est un condensateur de filtrage. C'est censé éviter des parasites électriques générés par le moteur. Efficace, utile, ça se discute. C'est pas une obligation. Passons donc au châssis bouchon, Jam Cars pour nos amis anglophones. Là aussi V1 puis V2. Ces deux châssis-là roulent à droite. C'est la même avec les gros bumpers de la V1, ils vont disparaître sur la V2. Les patins sont les mêmes que les voitures de course, mais là, il est normal d'en avoir 3 pour récolter l'électricité des deux joueurs. C'est le petit circuit électronique, un pont de diode, qui additionne ces deux courants récoltés et en fait une moyenne. Moyenne pas trop haute, on va dire, il faudrait quand même pas qu'ils aillent plus vite que les voitures de course, on pourrait pas doubler sinon. Le moteur, c'est encore le même, là aussi de petites variations, mais attention, l'axe de sortie est plus long pour supporter un engrenage hélicoïdal qui va faire tourner l'axe des roues arrière. Et seule la roue de gauche est solidaire de cet axe, l'autre étant libre, donc non motrice. Le châssis est donc poussé vers la droite, par l'arrière et l'avant. On peut remarquer que les jantes de ces jams sont lisses, elles n'ont pas de dents. Ça ne sert à rien vu l'engrenage hélicoïdal. Autre spécificité, le moteur est tenu en place par des pattes du châssis. Alors pourquoi ça sur les jams et pas les voitures normales ou l'inverse? Mystère. Peut-être pour l'extraction plus difficile du moteur générée par le pont de diode. On peut aussi facilement reconnaître le côté libre des roues arrière, l'axe ayant une tête visible uniquement de ce côté. Ces châssis, roues avant vers la droite et roues arrière gauche motrice, sont donc poussés vers le mur extérieur à droite. Youpi, on peut les doubler à gauche quand on a des jams qui marchent bien. Et quand ça marche bien, ça marche bien. Alors là, on arrive à deux singularités, on va dire. Un châssis jam que je nomme V3, mais qui roule à gauche, un anglais sans doute. Et le célèbre châssis zigzag, peut-être un peu plus ancien que ça, mais bon. Le châssis jam version 3, plus tardif, n'a que les petits bumpers. Et le gros changement, ce sont des patins longs. Là encore, ils vont évoluer. Ceux du châssis V3, montrés là, c'est le seul jeu que j'ai avec cette forme-là. Contact au bout, au centre, on sent que ça se cherche. Le reste, ça ne bouge pas, le pont de diode, le moteur, l'engrenage hélicoïdal, et toujours une seule roue motrice solidaire de l'axe pour la jam. Ici, c'est la roue arrière droite pour le pousser vers la gauche, comme les roues avant, bien sûr. Mais deux roues motrices pour le zigzag, puisque ce sont les roues avant qui tournent et la font changer de fil. Quand elles marchent bien, ce qui n'est pas si simple. Mais quand ça marche bien,
c'est super. Et là encore, pas de dents sur les roues arrière puisqu'il n'y a pas besoin. Et là, vous avez peut-être réussi à le voir, je vous ai menti. C'est grave. J'ai osé ranger un châssis MK2 dans la gamme MK1. C'est mal. Oui, je sais, c'est mal. Mais j'ai une excuse, une bonne. Et je vous la montre. Tiens. Nous avons donc ici ce fameux châssis. Ce sera flou, mais il est estampillé MK2. Nous allons donc essayer de mettre une carrosserie dessus, puisque les MK2, je prends un peu d'avance, sont censés être des châssis clipsables. Alors, celle-là. Je vais essayer de la mettre dans le châssis. J'accélérerai un peu sans doute. Bon. C'est en gros dedans. Mais bon, comme c'est une carrosserie plutôt MK2, ça gêne à l'avant. Hein. Donc, non. Ça ne va pas là-dedans. Ok. Allez, une autre. On va tenter ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, il y a peut-être une petite papate. Hein. Voilà. Voilà, c'est dedans. C'est magnifique. Hein. Mais c'est n'importe quoi. Ok. Allez, une carrosserie plus récente encore. Donc, on voit très bien le décalage. Hein. La patte est là. Ce qui ressemblerait à un clips est là. Bon. Ok. On y va. Et bon, c'est pareil, hein, ça ne rime à rien. Voilà pourquoi j'ai osé considérer ce châssis dit MK2 comme étant un châssis MK1. Au revoir. Et une magnifique transition grâce à ce châssis bizarre, on va dire. Voilà donc les MK2 et les MK2.5, dénomination officielle de chez Ideal. Alors je vais tenter, mais c'est pas si simple, de définir ce qu'est un MK2.5. Ce n'est pas forcément clair. Il n'y a plus rien qui ressemble à un bumper sur les deux versions, ni semblant de réglage du train avant. Maintenant, Ideal semble faire confiance à ses carrosseries pour glisser le long du rail. Youpi! Les roues avant, j'ai déjà dit plus tôt, sont arrondies sur les MK2 et 2.5, moins de surface au sol pour moins de frottement sans doute. L'axe de ces roues avant est juste clipsé, on peut donc les enlever en tirant dessus, mais attention à ne rien casser, hein. Ça peut hélas arriver, le plastique du châssis est fragile. Faites gaffe. Les patins évoluent et le contact est définitivement au bout sur les 2.5. Les patins avec le contact au centre ne resteront que sur la zigzag. Les moteurs n'ont pas changé. Par contre, le système de transmission évolue pour le MK2.5. Le piton central est maintenant en métal, sans doute censé moins frotter. Les dents de la couronne sont plus creuses et les petits pignons changent un peu aussi. Je n'ai jamais été complètement bouleversifié par cette amélioration qui me semble un peu anecdotique à côté d'un bon moteur. Bon, si on cumule les deux, en théorie, ça devrait être mieux. Par contre, ça change au niveau des jantes. Pas les MK2, dont l'une des jantes reste toujours solidaire de l'axe, comme les MK1, mais sur le 2.5, les deux jantes sont en roue libre sur l'axe de roue. Ah ben voilà, ça frotte moins, hein, ça doit être plus symétrique, ils m'ont écouté, merci. Le MK2 a gardé le trou de vissage avant et arrière, il doit donc pouvoir recevoir des carrosseries MK1, mais sur le 2.5, là c'est fini, il n'y a plus de trou. Ideal assume le clipsage des carrosseries et qu'économise un peu de métal inutile, c'est toujours ça de prix dans le coût global. On reconnaît aussi les jantes clipsées des deux côtés du MK2.5. Hélas, ça rend cette pièce plus difficile à changer s'il y a besoin. Réparation rare quand même. Et pour finir, de nouveaux châssis Jam, je vais dire MK2 Jam. Quelques différences sur des petits bumpers plus arrondis sur le 2.5. Les patins suivent la même évolution. Le pont de diode ne change pas, mais est vissé sur le 2.5. Les moteurs ne changent pas non plus. L'engrenage hélicoïdal non plus. Et donc sur ces MK2 Jam, la jante motrice est forcément toujours solidaire de l'axe des roues. Il n'y a donc pas de Jam MK2.5, c'est impossible. Par contre, adieu les jantes lisses sur ces châssis Jam. Pour économie d'échelle sans doute, ça réduit le nombre de pièces à produire et à gérer.
On ne les retrouvera donc plus que sur les zigzags, ces jantes lisses. Si Ideal en produit encore à ce moment-là, ce que je ne sais pas. Voilà, on a fait le tour. Mais je l'ai annoncé au début, ça serait quoi la définition d'un MK2.5 ? Eh bien c'est un châssis MK2 dernière génération, donc uniquement clipsable, 2 grands patins larges, le système de transmission amélioré, des roues arrière clipsées et libres sur l'axe arrière. Un certain nombre des circuits doivent contenir des châssis déjà tout équipés de ces pièces. A noter que ces pièces mécaniques MK2 et 2.5 sont rétro-compatibles vers du MK1. Certains sachets de pièces ont d'ailleurs été renommés dans ce sens. La question étant, est-ce que ça vaut le coup ? Il y a d'autres bidouilles à faire, plus efficaces je pense, genre adapter un moteur Mabuchi plus costaud sur ces châssis, comme ceux des slots. Le Mabuchi genre MK4 mais avec un seul pignon de sortie. Certains l'ont fait, j'en ai un que j'ai eu tel quel. Faut juste bricoler un peu pour les contacts électriques, pas très complexe. Ça doit bourrer nettement plus quand même. Faire attention également, les ressorts de patins me semblent plus larges pour les MK2 que pour les châssis suivants. Ce ne sont pas les mêmes, et la tension est peut-être différente. Quelques trucs que je sais pas trop où ranger, un châssis bizarre, je n'en ai qu'un exemplaire, avec ces petites papates là, d'où ça sort, mystère. Sinon, pour des roues avant, des O-rings, ça marche bien. Pour des roues arrière, je suis plutôt silicone, mais de l'uréthane, c'est bien aussi. Vu le poids des châssis, la motricité, c'est fondamentalement fondamental. Et il est temps que ça finisse. Et justement, ça y est, c'est fini. Et à suivre dans un prochain épisode, vous l'aurez deviné, les MK3 et MK4. Une petite bande-annonce. Toute petite, toute petite, toute petite.